Le plus gros projet aujourd'hui, pour moi, ça reste les Wizards, je pense. L'erreur, entre guillemets, que je ne ferai plus, c'est de m'associer avec des gens comme moi qui sont sur 10 milliards de trucs. Quand j'ai regardé le film Matrix, ça m'a complètement matrixé pour le coup. Enfin, ça m'a... Je suis sorti du film Matrix et je crois que j'avais dit à mon père, je veux devenir pirate informatique, quoi. Tu vois, pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc surtout quand on débute, à mon avis, cette année, ça va boucler aux alentours des 400 000 de CA. Donc grosso modo, encore une fois, du focus. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Arthur du Wizard Podcast. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, c'est hyper important pour nous. Arthur, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Salut les gars, merci beaucoup pour votre invitation. C'est très cool de votre part. Je m'appelle Arthur Villecourt, je suis éditeur de site depuis 2013 et depuis quelques années maintenant, j'ai un petit peu... je suis toujours éditeur de site, mais à plus petite dose, on va dire. Et j'ai fait un virage vers la création de contenu, notamment sur YouTube, où j'essaye de construire une marque autour de certains sujets, que sont l'édition de site, le référencement, l'IA et l'automatisation aussi. Voilà, c'est les différents sujets que je couvre sur ma chaîne YouTube qui porte mon prénom plus nom, donc Arthur Villecourt. Et j'ai pas mal de chaînes YouTube. J'ai interrompu, ce qui est un petit peu rigolo dans mon parcours, c'est que j'ai fait une petite interruption en cours juste en sortant de ma première grosse expérience avec l'édition de site, où je suis devenu streamer de jeux vidéo, et donc c'est là que j'ai fait mes armes sur YouTube pour la première fois. Pendant 2 ans et demi, j'étais en full-time streamer, donc c'est là où j'ai pu un peu m'expérimenter là-dedans. Je vais éviter d'en dire trop dans l'intro, comme ça, parce que je sais que vous avez sans doute des questions qui vont me pousser à en dire plus, mais voilà. Yes. Ouais, complètement. Et en plus, tu vois, même Franck nous en avait parlé de ta période streamer. Bon, on va commencer du coup pour l'intro. T'étais quel type de personne quand t'étais enfant, adolescent ? Alors enfant, je me souviens d'un truc, c'est que j'ai toujours été assez curieux, et je faisais assez facilement, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez rigolo, mais pas mal dans mes potes aujourd'hui et dans les gens qui m'entourent et qui font du business, mais j'étais un peu obsessionnel entre guillemets. Tu vois, je faisais des fixettes sur des trucs, et quand je faisais une fixette sur un truc, j'essayais de... Soit c'était un truc un peu matériel où il fallait absolument que j'arrive à l'avoir, donc tu vois, je mettais de côté pendant... Je me souviens par exemple avant que World of Warcraft sorte, genre le jeu avait dû être annoncé 1 an et demi avant, et j'avais une petite tirelire chez moi où je mettais mes sous pour l'abonnement 1 an et demi avant, tu vois, parce que j'étais complètement... Je me renseignais, machin. Et je fonctionnais beaucoup comme ça. Et adolescent, j'étais assez sociable, on va dire. Donc j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup profité de mes amis, de la fête, en gardant ce côté un peu curiosité, mais qui m'a poussé à continuer à m'intéresser au business. Je me suis assez vite passionné. Il y a eu un tournant, on va dire, dans ma vie de jeune adolescent, c'est le film Matrix. Quand j'ai regardé le film Matrix, ça m'a complètement matrixé pour le coup. Enfin, ça m'a... Je suis sorti du film Matrix, et je crois que j'avais dit à mon père, je veux devenir pirate informatique, quoi. Tu vois, je veux apprendre à développer et tout. Et mon père m'avait acheté à l'époque un livre sur le C++, si je dis pas de bêtises. Okay. Et j'avais essayé, tu vois, j'avais ouvert le livre, j'ai fait, en fait, c'est méga chiant, et j'avais arrêté j'ai complètement abandonné l'idée pour le coup. Mais en gardant cet esprit très curieux qui m'a poussé par la suite à fréquenter certains forums sur ces sujets-là, et à faire pas mal d'expériences. Je me suis bien fait avoir au passage d'ailleurs sur ces forums, par ces communautés parfois un peu sombres. Mais bon, ça a fait mes armes aussi, donc c'était rigolo. Ouais, quand tu dis tu t'es fait avoir, sans peut-être rentrer non plus trop dans les détails si tu veux pas, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, tu vois, j'essayais de comprendre comment marchait le monde du hacking, ce qu'il y avait à faire. Tu vois, j'ai un peu fait mes petites expériences, mes petits trucs, et en fait très vite, en tant que
enfin que personne qui maîtrise absolument pas, qui n'est pas technique, j'ai eu besoin de me faire aider par des gens qui l'étaient plus pour m'aider à installer certains trucs, etc. Et en fait, 2 fois sur 3, je me prenais un énorme virus, je devais débrancher la box en urgence pour pouvoir reformater le PC. Enfin, c'est les mecs c'est pas des enfants de cœur, donc j'en ai fait un petit peu les frais, mais ça m'a aidé à bien comprendre justement comment mieux me protéger, quoi, même si je suis pas parfait du tout à ce sujet aujourd'hui, mais tu vois, typiquement, j'ai compris à ce moment-là qu'un antivirus ne servait strictement à rien, quoi. C'est vrai. Et voilà. Mais c'était ça pour le côté me faire avoir. Ok, je comprends mieux du coup. Et pour en revenir, donc tu as à peu près 15-16 ans, mais est-ce que tu as déjà des rêves, tu t'imagines plus tard, voilà, tu t'es un peu renseigné sur le hacking, ou est-ce que tu voyais, tu t'es dit ouais, je veux pas être salarié, ou tu avais un peu un plan en tête? Je crois pas nécessairement, parce qu'en fait, à 15-16 ans, je sais à peu près où je veux aller. Je sais que je veux devenir psychologue. C'était vraiment mon truc, tu vois. Je passais un temps phénoménal à accompagner mes potes ou même des connaissances dans leurs problématiques du quotidien et tout. J'étais un peu le psy de mon lycée, en réalité, tu vois, où j'aidais vraiment les gens sur beaucoup de plans, et voilà, et j'adorais ça. Et donc pour moi c'était une évidence, mais le problème c'est que l'école, pour le coup, ça l'était un peu moins, et tout ce qui et le cursus qui mène à la psychologie, c'est la faculté, et donc c'est travailler de manière autonome, et ça pour le coup c'est beaucoup moins mon truc. Donc j'ai fait une première année après mon bac, j'ai fait une première année de psycho, où je suis un peu tombé des nues parce que j'étais dans un cursus un peu mathématique. Moi, ayant un profil littéraire, je déteste. J'étais pas du tout maths, en tout cas, ni sciences. Et là, j'arrive dans un cursus pour apprendre la psychologie, où il y a des stats de partout, des trucs. Enfin, c'est un peu fait exprès, ils écrèment. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours, en tant qu'autodidacte sur beaucoup de sujets, c'est un truc qui m'a toujours fait qui a toujours été un peu compliqué pour moi, parce qu'en fait, je me suis retrouvé, ouais, à devoir travailler sur des trucs où je voyais pas trop la raison. Tu vois, moi, ce que je voulais, c'était d'être dans le concret, d'apprendre des choses sur la psychologie, mais t'as pas de concret avant, peut-être, j'en sais rien, peut-être le début du master. Donc, en fait, c'était trop pour moi. J'ai abandonné. D'ailleurs, à l'école, c'est pareil, j'étais toujours très moyen. J'ai jamais été. Et puis, j'ai jamais vu, contrairement au business, où pour le coup, j'ai un peu plus le business ou même les jeux vidéo, j'ai ce truc compétitif. L'école, pour moi, j'ai jamais réussi à y voir quelque chose de compétitif. Tu vois, le fait d'être dans les derniers de ma classe, ça me faisait ni chaud ni froid. Et du coup, je cherchais pas du tout à m'améliorer, à machin. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de compétition qui les aide à être performants à l'école. Moi, c'était pas le cas. Par contre, c'est venu plus tard, quoi, sur des sujets qui m'intéressaient plus, on va dire. Et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Mehdi. Si, ça m'a répondu, ouais, merci. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans si justement tu le recroisais là? En vrai, de continuer à être curieux et de faire mes propres expériences. J'avais pas trop de problèmes, on va dire, à 16 ans, où j'avais pas trop de doutes, tu vois. Même si je savais pas nécessairement où j'allais, j'ai fait justement mes propres expériences. J'ai été curieux. Peut-être de me rassurer un peu sur l'avenir, tu vois, me dire que c'est pas parce que je suis pas bon en classe que c'est pas possible de réussir sa vie d'une certaine manière plus tard. Peut-être ça, tu vois, parce que c'était un peu le stress, et puis au niveau de mes parents aussi m'ont pas mal poussé, et c'était un peu décevant, tu vois, pour eux, de voir que j'étais pas très performant. Mais au-delà de ça, non, je vois pas trop. Ouais, je comprends. En plus, bah, toi, t'es sur le web, donc souvent, quand les gens ils te demandent, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est un peu abstrait à expliquer, tu vois. Ouais. Ah ouais, clairement, ouais. Ça c'est le grand débat. Mais le pire, c'est que je sais pas, je me rends compte de l'absurdité et de la complexité à expliquer ce que je fais, mon activité en fait au global. Quand je m'en rends compte à nouveau tous les 6 mois, quoi, quand je me suis confronté à cette situation. Là, récemment,
j'ai rencontré des voisins, par exemple, lors d'une soirée fête des voisins, tu vois, et on m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais, Arthur? Et en fait, j'ai répondu consultant SEO en espérant que ça soit simple, et ils ont cherché à en savoir un peu plus. Et je me suis rendu compte que c'était absolument pas ce que je faisais. Je suis absolument pas consultant SEO. Je fais des milliards de trucs différents. Enfin bref, du coup c'est toujours un moment assez rigolo. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, je fais beaucoup de SEO et quand les gens me demandent, je dis je crée des sites internet et puis voilà. Ouais, au moins c'est réglé. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as Et raison. pour revenir un petit peu à ton enfance, est-ce que tu as un souvenir qui a joué vraiment un rôle dans la personne que tu es devenue aujourd'hui à nous partager? Moi, il y a vraiment un souvenir. C'était plus l'adolescence, voire même on commençait à tendre vers l'adulte, tu vois. Mais j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est quand je traînais un peu sur un forum anglophone, s'appelle Hack Forum, qui est assez connu, où on parle beaucoup de make-money, de choses un peu plus sombres, mais globalement, c'est des gens qui cherchent à faire de l'argent en ligne. Et là, je suis tombé sur une méthode de monétisation, sur une partie un peu enfoncée du forum, où j'ai vu des mecs faire beaucoup d'argent en ciblant le marché français en affiliation. Et les mecs expliquaient assez clairement ce qu'ils faisaient, et je pense qu'il y avait vraiment très très peu de Français à l'époque qui avaient accès à cette info, justement parce qu'elle était assez enfouie dans le forum. Et là je me suis dit ok, ma vie prend un tournant, et vraiment voire même au point où j'ai appelé mes parents ce soir-là en leur disant je vais devenir riche, quoi. Vraiment, j'en étais persuadé à ce moment-là. Et c'est à partir de là qu'en effet ma vie a pris un tournant assez radical. Et c'est vrai que ce qui était rigolo, c'est que j'étais à ce moment-là dans un stage à l'étranger, dans ma 3e année d'école de commerce, que du coup après la psycho, je suis parti en école de commerce. Et j'étais en Irlande, et j'étais un peu frustré. Ma première expérience pro en ligne, c'était plus tôt. J'avais fait autre chose avant que je pourrais vous raconter après, mais là j'étais frustré parce que en Irlande, et j'avais pas le moyen de sortir autant que je le voulais avec mes amis. J'étais un peu dans la sauce financièrement. Enfin, en tout cas, j'étais pas pleinement à l'aise financièrement à ce moment-là, et donc je cherchais vraiment à me faire des sous à ce moment-là pour pouvoir en profiter un peu plus. Et là, j'ai trouvé ça, et en effet, ouais, ça a été un vrai tournant pour moi. Ouais, ça t'a fait un déclic. En plus, t'avais tout de réuni. Tu pouvais pas trop sortir, donc t'étais en mode Ouais, vraiment geek, quoi. Donc ouais, tout était réuni, quoi. ouais. Celle-là, tout était aligné, en effet. Ouais. Ouais, bah ça fait une belle transition avec tes débuts sur le web. Je veux bien que tu nous racontes ta première expérience, ouais, sur le web de Make Money. Alors, la toute première expérience, moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo, comme Franck, que vous avez eu d'ailleurs. Yes. Et j'ai beaucoup joué à un jeu que très peu de gens connaissent. Je sais pas si vous êtes gamer, vous, les gars. Non. Un petit peu, moi, Pas mais nécessairement, ok. Donc, du coup, je pense que vous connaîtrez pas, mais c'est un jeu qui s'appelle RuneScape. C'est un MMORPG un peu comme Dofus, si tu veux, dans le genre, parce que Dofus qui est ultra connu aujourd'hui, auquel j'ai très très peu joué, du coup, Dofus. Et pendant 8 ans, j'ai joué à RuneScape. Donc et RuneScape, c'est un jeu dans lequel tu as vraiment l'espèce d'effet d'effort. C'est-à-dire que, par exemple, tu dois avoir 27 compétences différentes. Genre, par exemple, tu peux être bûcheron dans le jeu, et tu as une compétence de bûcheronnage, quoi, où tu dois couper des arbres littéralement dans le jeu. Et si tu veux monter cette compétence au max, tu dois vraiment couper des arbres pendant l'équivalent d'1 mois et demi, 10 heures par jour. C'est vraiment dur, quoi, d'aller au bout du truc. Donc, c'est-à-dire que tu as un jeu où tu as très peu de pixels, qui est clairement dégueulasse. Et si tu veux aller au bout du truc, t'en as pour des dizaines de milliers d'heures, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et au-delà de toutes ces compétences, tu as tout un aspect économique qui est très intéressant, et un aspect aussi très humain, avec les bons côtés, mais aussi les moins bons. Et donc c'est là que j'ai découvert certains aspects de l'humanité. Tu vois, je suis un peu tombé des nues en mode oh là là, les gens sont assez méchants, quoi, en fait, quand il s'agit de faire de l'argent, d'avancer, et les gens parfois prenaient des raccourcis, parfois t'arnaquaient, parfois même te manipulaient pendant des heures pour arriver à obtenir quelque chose et au final se barrer. Enfin, tu vois, c'était pas toujours rose. En tout cas, j'ai un peu fait mes armes, encore une fois, à l'intérieur de ce monde-là.
où voilà, ça a duré 8 ans. Je me suis bien amusé. J'ai rencontré des amis qui le sont toujours aujourd'hui. J'ai fait plein de choses et j'ai appris entre autres un petit peu à commercer et à interagir globalement avec les autres, quoi, d'une meilleure manière, je pense. Donc c'est un jeu qui m'a beaucoup appris et il m'a aussi appris à parler anglais, ce qui a derrière été une force assez énorme dans mon parcours. Donc c'est vraiment, je lui dois beaucoup. Et ça a été le premier, justement, première année de psycho. Je tombe un peu des nues en me disant merde, j'y arriverai pas, c'est trop pour moi, ça me plaît pas, ça me casse les burnes de continuer à bosser sur des trucs qui sont si loin finalement de mon objectif, même si ça fait partie du chemin, j'avais vraiment pas la force de faire ça. J'étais, tu vois, donc j'étais dans ma petite chambre d'étudiant où j'étais en coloc, et donc j'ai eu une phase de ma vie un peu sombre où je me levais super tard et où je jouais jusqu'à super tard, et globalement mes journées c'était ça. Donc, et la réalité c'est que je peux pas tenir comme ça sans partir en dépression. Enfin c'est ignoble ce rythme de vie où juste tu te lèves à 16h30, c'était complètement décalqué, enfin c'était très bizarre. Et du coup je me suis dit il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose de concret de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là je suis en train de geeker. Concrètement je construis pas grand chose, mes parents financent mon année d'études. Évidemment ils sont pas au courant de ce qui est en train de se passer et que ça me gave. Donc il faut que j'arrive à construire quelque chose. Et donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est je me suis dit il y a un besoin dans ce jeu-là, c'est les gens de l'extérieur, ce qu'on appelle le real world trading. Donc les gens vont chercher à acheter de l'argent dans le jeu avec de l'argent réel pour prendre des raccourcis. Tu vois, demain vous vous mettez à Dofus. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais ça peut, moi, si jamais vraiment je suis bloqué, plutôt que d'aller farmer dans le jeu 100 heures de jeu pour faire un truc, je préfère aller claquer 50 balles, m'acheter des pièces, même si c'est un peu interdit généralement dans les jeux. Mais en tout cas, pour prendre un raccourci et éviter de passer trop de temps, il y a beaucoup de gens qui passent par ces fournisseurs. Et donc là, j'ai monté, ça devait être, j'ai pas la date, mais je pense en 2010, quelque chose comme ça, un blogspot, donc un blog assez simple, où je vendais de l'argent à l'intérieur du jeu pour de l'argent réel, et je ciblais la totalité, enfin le marché francophone. C'est chose que j'ai toujours aimé faire, c'est quand un business marche à l'étranger, pour le lancer facilement, le lancer uniquement en ciblant le marché francophone. Alors évidemment, on avait un marché plus restreint, et je me suis associé avec un très bon pote pour faire ça. Et on a très vite, du coup, pour générer cet or à l'intérieur du jeu, on a mis en place un système de robots. Donc ça, il y avait pareil, il y a des gens qui développaient ces robots-là et qui les louaient. Donc nous, on louait des robots. Et moi, à terme, tu vois, à l'époque, j'avais 2 ordinateurs, je crois. Donc j'avais mon ordinateur portable, un ordinateur fixe chez mes parents. Et donc j'avais fait en sorte que l'ordinateur fixe chez mes parents tourne en boucle avec les robots dessus. Et progressivement, mon pote faisait pareil, et progressivement on s'est mis à louer l'ordinateur de nos potes, et donc à terme on avait une ferme, si tu veux, avec des robots qui toute la journée allaient dans le jeu justement couper des arbres, ramasser des plantes, faire des Ouais, trucs. c'est ce que j'allais te demander. Ouais, ils faisaient Revendre. des trucs un peu répétitifs en gros. Ah ouais. Et ça nous a permis, tu vois, très rapidement de générer plusieurs milliers d'euros par mois. Donc là, c'était peut-être de l'ordre de 3 000 euros par mois sur nos meilleurs mois, ce qui était génial à l'époque. Hein. Franchement, c'était vraiment ma toute première expérience. Et là, ça a été le déclic pour moi, le vrai premier déclic web, en fait, où je me suis dit, OK, c'est possible. On peut gagner de l'argent en ligne, et c'est ça que j'ai envie de faire. Mais ce qui est rigolo, c'est que très vite, donc j'ai dû un peu expliquer à mes parents que la psycho, Ouais, ça te grosso saoulait, modo, quoi. j'avais abandonné. Donc là, ils se sont dit, ah non, enfin, c'était pas la joie. Et là, je leur ai dit, oui, mais regardez ce que j'ai fait. Et donc là, je me souviens sur le petit ordinateur familial où je leur montre le site. Et ils me disent, mais c'est toi qui as fait ça? Et ouais, je leur dis, oui, oui, ça nous rapporte tant par mois et tout. Ouais, normal. Ils étaient sous le choc, mais très vite aussi, il y a eu une question assez logique qui, moi, m'avait même pas traversé l'esprit à l'époque, parce que complètement à l'ouest sur ces plans-là. Mais Arthur, il faut déclarer cet argent. Tu peux pas, ça n'existe pas de gagner de l'argent et de ne pas le déclarer. Et moi, j'étais là, ouais, je sais, je vais. Et donc, je crois que j'avais contacté un avocat à l'époque qui globalement m'avait dit, bah là, vous, il faut que vous fassiez
une entreprise, vous allez dépasser le seuil, puis vous êtes 2 associés, donc il faut faire une entreprise. Et moi, en fait, à l'époque, je me suis dit, ouais, trop dur. Et en fait, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, ça va être trop compliqué. Et puis, la réalité aussi, c'est que ça jouait un peu avec les règles du jeu, parce que le jeu, Oui, on jouait au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'eux, ils nous bannissaient les robots en boucle. Nous, on recrée des robots en boucle. Et si jamais vraiment tu fais un vrai business autour de ça, tu risques oui, aussi, à mon avis, à terme, d'avoir quelques soucis. Bref. Du coup, on a arrêté, mais ça a planté la première graine dans ma tête et je me suis dit, ok, c'est vraiment possible de faire des sous en ligne et c'est ce que je veux faire. Et j'ai profité de cette expérience pour rejoindre mon école de commerce où, tu sais, il y avait un petit oral à l'école de commerce. Et donc là, je leur ai expliqué cette histoire. Et globalement, ça faisait un peu halluciner tout le monde à chaque fois parce que c'était un peu lunaire, quoi. C'est les gens, déjà, tu pars d'un jeu vidéo. Donc déjà, rien que le fait de comprendre qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent réel pour acheter de l'argent dans un jeu, il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal avec ça. Et puis le fait qu'il y avait tout le côté, c'était un e-commerce, quoi. Donc il y avait toute la stratégie de fidélisation de clients. Enfin, j'avais fait plein de choses pour que la marque en fait devienne déjà assez importante et fonctionne. Donc voilà, ça a été vraiment le premier déclic. c'est excellent l'anecdote en tout cas. Et en plus, c'était pas la même époque, mine de rien. C'est pas non plus il y a 50 ans, mais en 2010, les gens étaient Ouais, moins ouais, habitués à ça. ouais, clairement. Ouais. Et ce qui m'intrigue, c'est que du coup, pour les robots, vous aviez ton pote était dev ou comment Pas du tout. Non, non. L'avantage, c'est que, et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont faciliter l'accès à ce genre de trucs et en louant, évidemment. En fait, c'est des Ouais, c'était un logiciels. service. Pareil, t'avais des forums qui étaient spécialisés là-dedans, dans les robots sur ce jeu-là. Et toi, tu arrivais sur une page et t'avais une page de vente avec ce que permettait de faire le robot, les différents avis qu'il y avait sur le robot, est-ce que les gens se faisaient Excellent. bannir, pas bannir. Et en fait, les gens commercialisaient leur robot et c'était un abonnement mensuel, mais qu'on Oui, bien sûr. rentabilisait largement. C'était ça, quoi. On passait par des développeurs qui, eux, avaient fait un truc ultra solide. Ok, ok. Et du coup, après, pour resituer chronologiquement, après, tu as été sur, comment ça s'appelle, le forum Hack Forum. Là, tu as découvert de l'affiliation assez dark. Je sais pas si c'était dark, mais c'était un peu caché dans le forum. Et Ouais, qu'est-ce qui s'est passé du c'était coup? caché dans le forum, ouais. Alors là, donc ça vient plus tard, c'est que du coup, suite à ça, je rentre dans mon école de commerce. Donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une période de 2 ans et demi où vraiment, je suis pas en mode à chercher en boucle les opportunités et tout. Je suis en mode étudiant, tranquille, je Ok, profite de ma vie étudiante. Et la réalité, c'est que je prends pas mal de recul. Je reste un gamer, donc ça, pour le coup, ça change pas. Mais sur le plan business, voilà, je suis en école de commerce, je sais pas trop ce que je fais après, mais je sais qu'il y a de fortes chances que ça soit sur le web. Et donc, vient la période où je vais pas rentrer dans le détail, où je suis en Irlande et où je trouve cette opportunité. Et là, en fait, je commence à mettre sur place. En fait, finalement, c'était des Américains, des anglophones, qui mettaient en application une méthode de monétisation. Et moi, ce que je me dis à ce moment-là, c'est ils connaissent pas mon pays aussi bien que je le connais. Ils connaissent pas les gens qui habitent mon pays aussi bien que je les connais. Et je vais savoir faire les choses, mais mieux qu'eux. Et c'est pour ça que j'ai été assez sûr d'arriver à faire quelque chose de cool. Mais par contre, il y a toujours eu un truc qui est resté assez central dans ma vie. J'ai toujours aimé fédérer quelque chose, fédérer une communauté, fédérer des gens, construire un groupe, quoi. Et tu vois, même au sein de RuneScape, même au sein du jeu vidéo, en fait, j'avais toujours eu ce truc-là. Et là, je me suis dit tout de suite la même chose. Et en fait, j'ai cherché non pas à mettre en application cette méthode de monétisation, mais à apprendre aux Français à la mettre en application en devenant ce qu'on appelle un super affilié. C'est-à-dire que typiquement, il y avait un network à l'époque. Le network avec lequel j'ai beaucoup bossé, c'était CPA Grip en l'occurrence. Et quand je faisais rentrer quelqu'un en lui expliquant ce qu'il pouvait faire pour monétiser correctement les offres qu'il y avait sur le network, eh ben je les faisais rentrer sous mon lien d'affiliation et donc ils étaient tagués et le network, pour me remercier, me rémunérait un certain montant en pourcentage des gains générés par l'utilisateur que je faisais rentrer. Je sais pas ok. si vous suivez, Si, mais si, du ouais, coup, j'ai suivi, genre, j'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai bien compris. ouais.
Et donc ça a été mon business pendant plus d'1 an et demi, où vraiment ça a été ça plein pot. Donc mon business, c'était pas de faire de l'affiliation moi-même, mais de grosso modo coacher à longueur de journée des gens qui en faisaient. Et ce qui était rigolo, c'est que le fait, au Prime, j'avais plus de 150 affiliés sous mon aile, entre guillemets, donc qui eux monétisaient avec mes méthodes. Et ce qui était rigolo, c'est que je pouvais du coup les aider à améliorer ce qu'ils étaient en train de faire, d'essayer en temps réel, parce que j'avais des feedbacks qui venaient de partout. Et donc, ce qui marchait, je pouvais le redonner aux autres. Et en fait, tout le monde marchait de mieux en mieux grâce à tous les feedbacks qu'on pouvait avoir. Et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment commencé dans le business, et là que j'ai découvert vraiment l'univers plus tard de la monétisation, même en francophonie, avec certaines communautés existantes, notamment dans le milieu de l'adulte, etc. C'est là que j'ai vraiment fait mes premières armes là-dessus, quoi. Et quand tu coachais 150 personnes, la source de trafic, c'était du SEO ou il y avait un peu de ads, par exemple? C'était rigolo, mais c'était déjà pas mal de YouTube. Ok. Il y avait du SEO, mais à l'époque, c'était pas du tout j'étais pas particulièrement bon en SEO, mais il y en avait parmi eux qui faisaient du SEO. Et c'était aussi pas mal de media buy. Facebook, c'était les débuts de Facebook en publicité, c'était un carnage. Et c'est d'ailleurs ça qui par la suite, donc ça, encore une fois, ça a duré 1 an et demi, mais en fait, il y a un moment où les chiffres générés étaient tellement importants pour mes affiliés que moi, je gagnais très bien ma vie juste en les coachant, en fait. Et il y a un moment où ça a dépassé certains montants, je me suis dit, là, c'est plus possible. Je ne peux pas juste rester spectateur. Donc moi, j'étais toujours dans mes études, que vous imaginez bien, vous commencez à connaître le personnage. Là, la dernière année, j'étais plus focus sur mon business que sur mon diplôme. Ouais, Donc le diplôme, je l'ai pas eu, quoi. Donc voilà. Alors que pour le coup, c'était pas une école incroyablement dure, mais enfin bref, peu importe. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que ma dernière année d'école de commerce, je me suis dit, là, il faut que je monte un truc. Donc, soit je monte ma boîte en France qui encadre tout ça et je me mets moi-même à mettre en application mes méthodes, soit on se casse. Et quand je dis on, c'est que très vite, encore une fois, enfin, j'ai toujours cherché à faire des choses à plusieurs, à m'associer, à avancer à plusieurs. Et donc là, je me suis associé, en l'occurrence, avec 3 personnes qui étaient parmi mes meilleurs affiliés de l'époque. D'abord juste avec Jordan Braco qui depuis qui a eu de la visibilité sur YouTube, qui a une formation sur l'édition de site et tout depuis. Et on est parti à Malte en fait. On s'est dit, finalement on n'a pas pareil. On a eu cette autre période où on est allé voir des avocats. Donc on va voir un avocat une première fois. Il nous regarde avec des yeux comme ça et il dit hey, Michel, viens voir les petits jeunes, c'est incroyable ce qu'ils font et tout. Et en fait, le deuxième rendez-vous, il y avait 8 avocats, personne comprenait rien à ce qu'on faisait. Et pareil, on s'est dit mais c'est pas possible. En fait, ça va être compliqué de réussir à encadrer ce qu'on est en train de faire. Les mecs, ils comprennent pas grand-chose. Ça a l'air d'être une usine à gaz. Il y a ce truc quand t'es un peu jeune où c'est tout ce qui est administratif. Je l'ai toujours aujourd'hui, mais c'est pas évident non plus. Et en fait, on s'est dit finalement, il y a rien qui nous rattache vraiment là. On va chercher à s'expatrier et on verra bien où on tombe. Mais voilà. Et donc là, premier voyage qu'on fait, on arrive à Malte, on accroche avec Lille, on passe une bonne semaine là-bas et on se dit on revient à Malte dans 1 mois et demi. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc on s'est installé à Malte dans un premier temps avec Jordan, où on a monté une première boîte. Et là, enfin, j'ai pu monétiser moi-même cette fameuse méthode de manière complètement encadrée, tu vois, avec une entreprise, un machin, sans me poser de questions, parce que le souci, c'était que avant ça, j'étais en auto-entreprise en France et que j'étais en train d'exploser complètement les plafonds et dans tous les cas, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand vous êtes arrivé à Malte, c'est l'époque un petit peu quand il y en a pas mal de monde qu'on en parlait comme Dropship Reborn, Romain de Dropship C'était Reborn. avant. Parce que Romain de Dropship Rebound, si je dis pas de bêtises, c'était plus 2017-2018. Ouais, Et nous, ça. on est arrivé à Malte en 2014. Donc, c'était avant ça. Et en fait, on est parti de Malte à peu près au moment où c'est devenu, où il y a beaucoup plus de gens qui en parlaient, où des créateurs de contenu, des streamers, des youtubeurs sont venus s'installer là-bas. Enfin, on est parti à ce moment-là.
Ok. Et on va peut-être pas faire un récapitulatif de 2014 à 2019, parce que vous l'avez, toi tu l'as déjà raconté, j'ai déjà entendu dans d'autres podcasts, mais est-ce que tu as quand même une anecdote ou des anecdotes dingues sur la vie à Malte en tant qu'expatrié, par exemple? C'est ce qui est rigolo, c'est je sais pas si vous savez pourquoi le Wizards Podcast s'appelle le Wizards Podcast. Non, c'est vrai que Non. Franck nous a pas expliqué, ouais. Non, mais je vais vous l'expliquer justement. C'est partie des petites anecdotes rigolotes parce que ça vient de Malte en fait cette histoire. Et c'est un moment où on visitait des appartements justement quand on est arrivé à Malte avec Jordan. On gagnait bien notre vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est expatrié. Et on s'est dit on va vraiment se faire kiffer. On a pris un appart. Je pense que jamais de ma vie j'aurai un appart aussi incroyable que celui qu'on avait en arrivant. Quand on était dans notre salon, on avait l'impression d'être sur un bateau parce que si tu veux, assis sur le canapé, on avait une baie vitrée un peu en arc de cercle qui donnait directement sur la mer. Et en fait, assis sur le canapé, tu voyais rien d'autre que l'horizon et la mer, quoi. Et c'était incroyable. L'appart était gigantesque et tout ça nous coûtait cher. Et en fait, on a rencontré un agent immobilier en arrivant sur Malte. On lui a expliqué ce qu'on faisait, etc. Et les propriétaires à Malte étaient forcément un petit peu inquiets en voyant débarquer deux petits jeunes dans leur appartement de luxe, quoi. Et là, à ce moment-là, l'agent immobilier leur disait toujours la même chose. Il leur disait "Don't worry, they are internet wizards." Donc, ne vous inquiétez pas, c'est des sorciers d'internet. Enfin, en gros, c'est les mecs, on comprend pas ce qu'ils font, mais ça se passe bien pour eux et ils sont bons sur internet, quoi. Énorme. Et Wizards Podcast, ça vient de là. C'est un peu le truc. Donc c'était rigolo. C'était vraiment le premier, les premiers pas sur Malte avec voilà, nos premiers pas aussi où on s'est vraiment un petit peu émancipés tous les deux parce que on vivait pas très loin de nos parents, alors même si on était, mais là ça a été voilà, on part à l'étranger, on s'installe à l'étranger, on est libre sur tous les plans, quoi. Oui, il y a pire comme destination en plus, Malte. Ouais, c'est clair. Alors justement, Arthur, actuellement, tu fais quoi maintenant comme activité? Tu peux nous en parler Alors un peu plus? aujourd'hui, là, j'ai vraiment pris un virage. Parce que si vous voulez, je vous explique tout le virage qu'il y a eu. Parce que du coup, Ouais. mais Ouais, carrément. en bref, mais Ouais, bien sûr. il y a eu cette période sur Malte où par la suite, là, je vous ai parlé de Jordan et moi, mais très vite, Romain et Franck nous ont rejoints. Donc, on a très vite une boîte tous les quatre où derrière, on a embauché. Donc, on avait des équipes, on faisait de l'édition pure et dure en affiliation, ce qui était une période de ma vie absolument incroyable. Et en sortant de ça, si tu veux, donc quand on est revenu en France plus tard, et pour tous ceux qui veulent les détails, à la limite, n'hésitez pas à voir le podcast avec Franck, où il explique toute cette période très bien. Quand on est revenu en France, moi je me suis dit, j'étais un peu, pas en burn-out, mais j'en avais un peu marre de l'édition. Pour plein de raisons, j'avais envie de découvrir un petit peu autre chose, de faire autre chose. Là, pour vous dire, je me suis dit, est-ce que je tenterais pas une carrière professionnelle dans le jeu vidéo? Il y avait un jeu que j'adorais à l'époque, et je me suis carrément posé la question, est-ce que j'essaierais pas de devenir pro sur le jeu? Chose que j'ai absolument jamais fait. Et donc en fait, l'une de mes passions c'était le jeu vidéo, et je me suis dit je vais me lancer dans le streaming. Donc il y a eu cette période streaming qui s'est suivie d'une période 2 ans et demi après où je me suis dit, allez, je reviens à mes premiers amours pour l'édition de site parce que concrètement c'était compliqué de vivre confortablement du streaming et de vivre confortablement du streaming tout en dissociant un petit peu le temps investi personnellement, on va dire, parce que je passais un temps fou à streamer pour des résultats financiers relativement moyens. Et après cette période-là, je me remets à l'édition, mais très vite, je me fais réaspirer dans un nouveau truc, dans le Web3, toute la période NFT et tout, qui m'a beaucoup marqué aussi, et dans lequel on s'est beaucoup investi avec Franck également. Et suite à cette période NFT, où quand le marché s'est pété la gueule, ça servait à rien de s'obstiner à rester dessus parce que voilà. Donc là, moi j'ai refait un switch vers l'édition. Et très vite, je me suis dit, ce que je veux faire, en fait, c'est pareil. L'édition, c'est très chouette, mais je veux pas en refaire mon business principal pour plein de raisons. Et donc, je voulais tester l'infoprenariat, donc la vente d'infoproduits, l'accompagnement, etc. Donc là aujourd'hui, mon business, c'est très principalement de vendre de la formation. Je suis un vendeur de formation. Ce qui est pas forcément le truc le plus le plus vendeur pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image. Mais je vends. En fait, je sais pas si vous connaissez Antoine BM, peut-être de nom. Ouais, bien Si, sûr. ouais, je connais.
Grosso modo, j'ai un petit peu en perso une stratégie assez similaire à celle d'Antoine, c'est-à-dire que je crée beaucoup, enfin moins que lui, hein, mais j'ai pas mal d'infoproduits, donc de formations sur des sujets différents. J'ai par exemple une petite formation sur ChatGPT qui est vraiment dédiée à une audience relativement âgée, hein, c'est-à-dire on va dire de 45 à 85 ans ou même 97 ans. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens un peu plus vieux, on va dire, qui suivent cette petite formation sur ChatGPT, qui est une formation à 37 euros, donc c'est un peu anecdotique en termes de pricing. Et puis après, j'ai des formations un peu plus poussées où généralement, je m'associe avec des amis ultra compétents, experts dans leur domaine, avec Clément Schall sur la partie prompt engineering, donc où on a fait vraiment une formation sur le prompt engineering en duo. Plus récemment avec Joanny Thévenin sur donc qui lui est spécialisé dans l'automatisation sur Make, où on a fait un programme sur Make. Et moi, j'ai une petite formation sur le SEO plus l'intelligence artificielle, parce que j'ai beaucoup expérimenté avec les deux, et donc je me suis dit que j'allais faire un truc un peu poussé là-dessus. Et bien évidemment, le gros morceau en termes de formation, pour le coup, c'est celle qu'on a en commun avec les Wizards, la Wizards Academy, qui est vraiment la formation, pour le coup, beaucoup plus chère. C'est pas un petit produit, c'est un gros produit, relativement cher, mais avec un accompagnement et une communauté, et tout ce qui va bien avec. Mais aujourd'hui, le gros du coup de mon activité, pour te répondre, c'est de créer du contenu, que ça, en vidéo, d'acquérir de l'email, de faire grossir mes différentes sources d'audience, que ce soit au travers du Wizards Podcast ou de mon audience sur ma chaîne Arthur Villecourt et ma petite chaîne secondaire sur laquelle j'expérimente un peu. Je fais un petit case study depuis quelques mois maintenant. Et en fait, voilà, toutes ces audiences-là me ramènent des contacts dans ma boîte email, et ces contacts, je les monétise, quoi, via la vente de mes produits. Ça, c'est vraiment le gros de mon activité. Et j'ai en parallèle Lucide.ai, qui est un SaaS, que j'ai fondé avec la toute première personne qui a acheté une de mes formations. C'est devenu mon cofondateur sur Lucide.ai. Qui aujourd'hui cumule plus de 1800 clients et qui fonctionne relativement bien, même si on n'est pas ultra proactif pour faire évoluer le SaaS, on va dire. Enfin, le SaaS évolue, mais on a tous les deux. En fait, ça, c'est un side business pour nous deux. Donc, il évolue sans doute pas aussi vite que ce qu'il ne devrait. Mais en tout cas, les gens sont contents et on est assez fiers de ce qu'on a créé. Et puis, la dernière chose, c'est que j'ai en effet quelques petits sites en édition de sites où je suis associé, en fait, dans 100% des cas. Et qui, pareil, sont assez chouettes. Et je fais, dernière activité, aussi du coaching, de coaching consulting sur différents sujets, en fait, parce qu'aujourd'hui, mes domaines d'expertise sont finalement assez larges. Là, l'un des derniers coachings que j'ai eu, c'était pour coacher une fille qui souhaite faire évoluer son podcast, qui a un podcast depuis 2 ans et demi et qui veut le faire évoluer. J'accompagne aussi des petits éditeurs pour les remettre un peu dans le droit chemin, ou valider ce qu'ils sont en train de mettre en place, ou les aider à monétiser, optimiser la CRO pour mieux monétiser leur site. Mais voilà, c'est en gros ça, c'est la petite activité bonus, on va dire. Mais mon activité, c'est ça. Et c'est un peu le problème d'ailleurs. Vous voyez, je fais plein de trucs. Ouais, tes journées sont bien remplies, mine de rien. Ouais. Mais ça a été un des gros apprentissages. C'était quoi, en 2023 pour le coup, avec le début du podcast, où les gens, en fait, j'ai eu beaucoup de retours d'entrepreneurs un peu aguerris qui écoutaient le Wizards podcast, et qui m'ont dit, parce que quand je suis allé en Thaïlande sur un événement SEO, le Chiang Mai SEO, et là-bas, ça a été vraiment le déclic, où les mecs sont venus me voir et m'ont dit, Arthur, tu pars vraiment en couille, quoi. Il faut vraiment que tu te focuses. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et j'arrêtais pas de dire, oui, il faut que je me focus, mais j'avais pas pris conscience enfin, à quel point c'était important. Donc là, en revenant de Thaïlande, j'ai quand même fait un peu le ménage. Pas assez, je pense, mais je l'ai quand même fait, et aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Ouais, bon, du moment que ça te convient, et toutes ces activités, n'empêche, ça correspond bien avec le côté relationnel et être proche des gens, mine de rien, avec ce que tu disais tout à l'heure, pas fonder, mais gérer des communautés, en gros. Ouais, j'aime beaucoup ça.
Et par curiosité, c'était quel jeu que tu as failli te lancer, comment dire, quand tu voulais faire une carrière de joueur professionnel? C'était PUBG, Ok, PlayerUnknown's Battleground. ok, ok, Ok. ok. Mais ça m'a encore une fois, ça m'a traversé l'esprit. Hein. J'étais pas nécessairement un monstre de skill sur ce jeu, mais l'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a justement il y a une grosse part de réflexion et au-delà de l'aspect mécanique pur et dur. Je pense même en pro, c'est sur les rotations, le placement dans la partie, etc. Il y a plein de choses à faire et donc ça laisse un peu plus de place à différents types de joueurs, je pense. Ok. Et moi, avec toi, tu nous as raconté tous les projets que tu as en cours et en futurs projets, t'as des choses que tu aimerais nous parler ou tu as peut-être des idées que tu voudrais lancer certaines choses? Ouais, alors moi, le plus gros projet aujourd'hui, pour moi, ça reste les Wizards, je pense. Donc, c'est vraiment l'objectif, à mon sens, c'est de réussir à vraiment focus sur là, aujourd'hui, on fonctionne, comme je vous l'ai dit, on récolte de l'email, on construit notre communauté de manière organique, donc on fait pas de paid ads, on fait pas de publicité. Et à partir de ces emails, on fait des périodes de lancement sur lesquelles c'est à ce moment-là qu'on va vendre l'essentiel de nos programmes en réalité. Euh, les gens achètent relativement peu en evergreen, donc sur un prix sur le prix maximum, quoi. Ils attendent les périodes de lancement pour acheter, et c'est le cas dans toutes les formations. Hein, c'est pas propre à nous. Et là, je pense que l'objectif, si on veut vraiment passer la seconde, c'est de passer sur un modèle différent d'acquisition, avec un modèle justement en acquisition en trafic payant et derrière en mettant ce qu'on appelle une VSL, donc une vidéo assez complète de vente qui dure plusieurs minutes et qui va aider à vraiment cibler parfaitement les gens qu'on veut avoir derrière sur les calls et de faire du closing derrière. Donc ça, c'est vraiment l'étape du dessus, parce qu'aujourd'hui, on a un pricing qui, je pense, nécessite des closers, donc que ce soit nous dans un premier temps ou des gens dont c'est le métier, mais qui vont vendre la formation directement au téléphone. Parce qu'au-delà d'un certain pricing, c'est compliqué de faire autrement, je pense. Donc là, je pense que l'objectif, c'est en 2025, on va dire, courant 2025, le gros projet pour moi, ça va être de transformer la Wizards Academy en améliorant son contenu, déjà, même si on en est déjà fier, mais en faisant quelque chose qui comprend un peu plus d'accompagnement, qui vraiment s'assure que nos élèves sont sur la bonne voie et y restent et soient encore plus encadrés. Et puis, en parallèle de ça, mettre en place du closing. Je pense que c'est vraiment le focus et le gros de mon projet, de mes projets futurs, ça va être ça. En tout cas, en grosse partie. En parallèle de ça, moi, ce que j'aimerais de plus en plus, c'est de m'associer de manière minoritaire. C'est-à-dire que là, typiquement, j'ai beaucoup d'idées de SaaS. Et un petit peu comme Lucide, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être proactif dans ces SaaS, me servir de mon audience perso et potentiellement de mon audience avec les Wizards pour aider à propulser ces SaaS comme ça a été le cas avec Lucide. Et de pouvoir m'associer avec des développeurs qui, eux, sont investis, donc encore une fois, de manière minoritaire, donc en prenant une minorité des parts de l'entreprise. Donc mon associé futur, mes associés futurs seront majoritaires pour me permettre, moi, de garder mon focus sur les projets importants qui m'animent et d'éviter justement de me disperser à mort, mais en faisant bénéficier les différents SaaS de mon expertise, de mes idées et de mes communautés, ma communauté, pour pouvoir les propulser. Ça, c'est un peu la stratégie. Encore une fois, j'aime l'humain, j'aime partager des choses, des expériences, et je trouve ça très chouette. Et typiquement, par exemple, mon association avec Florent, qui depuis est devenu un pote, avec qui je m'entends très bien, que je suis allé voir chez lui, et tout ça, en fait, pour moi, c'est trop chouette et je veux pouvoir le maximiser. Et donc, dans l'idée, m'associer sur d'autres projets SaaS, ça me plairait bien. Mais par contre, l'erreur entre guillemets que je ne ferai plus, c'est de m'associer avec des gens comme moi qui sont sur 10 milliards de trucs. Donc c'est pour ça que je veux plus m'associer de manière égalitaire en 50-50. Je veux m'associer où je rentre en minorité. Par contre, mon associé, lui, c'est son projet principal. Ça, c'est vraiment l'objectif sur Ok. les prochaines années, on va dire.
Donc, ouais, D'accord. bah, un beau programme bien chargé encore, mine de rien. Ouais, ouais, toujours. Et ouais, j'ai vu que tu étais un petit peu sur, t'es sur YouTube, tu es sur les différents réseaux sociaux. Et comment tu vois ton personal branding et ouais, comment tu le gères? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou ouais, comment tu vois la chose? Bah écoute, j'essaie de le renforcer en produisant du contenu de qualité. Je pense que le personal branding que je construis au travers de l'audience des Wizards est beaucoup plus puissant que celui que je construis avec mon audience perso, même si certaines personnes qui nous suivent avec les Wizards me suivent aussi en perso. Et d'ailleurs, l'objectif, justement, c'est que mon audience perso ramène aussi des auditeurs sur les Wizards. Parce que les Wizards, ben, on est sur un podcast qui, au grand minimum, fait 1 heure. Et qui peut faire des fois jusqu'à 2 heures et demie de podcast sur lequel on partage, on est, enfin voilà, vous le savez maintenant les gars, mais le podcast c'est puissant quoi, on peut vraiment rentrer dans le détail, prendre le temps de s'exprimer, c'est imparfait et c'est très bien comme ça. Et en fait, les gens qui vont nous suivre sur les Wizards sont des gens qui sont beaucoup plus engagés que des gens qui vont me découvrir sur une vidéo de 10 minutes où ils disent « Ah, c'est cool ce qu'il fait, lui », hop, ils s'abonnent. Et derrière, ça se trouve, ils retomberont rarement sur l'un de mes contenus. Alors que les Wizards, rien que d'écouter un podcast entier, l'impact est beaucoup plus important. Donc le personal branding, mon personal branding aujourd'hui, ça passe essentiellement par ça. Et puis par ma création de contenu sur YouTube où j'essaye d'être le plus qualitatif et proactif possible, même si ma stratégie, j'essaye un petit peu d'être un petit peu moins mainstream. C'est-à-dire que là, j'ai fait une vidéo qui a très bien fonctionné, mais qui est très mainstream et qui me rapporte pas nécessairement énormément de business, mais qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés par contre. Et en fait, j'essaie d'être un petit peu moins mainstream avec des sujets un peu plus pointus techniques et surtout en rapport avec les infoproduits que je vends en perso. C'est-à-dire les infoproduits sur lesquels je suis associé, où je fais des contenus. Par exemple, en ce moment, là, je fais des contenus avec Joanie, où il nous présente des automatisations qu'il a fait pour aider ses clients avec son agence. Et c'est du très bon contenu, mais qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup moins de gens, en fait, consomment ce type de contenu. Et derrière, j'ai ce qu'on appelle des offres en deadline funnel. Donc, c'est des espèces d'offres temporaires qui sont créées pour les gens que ça intéresse, ou en cliquant sur le lien sous une vidéo, ils peuvent avoir accès à une offre qui dure 2 jours et où ils ont une grosse promotion sur la formation liée au sujet de la vidéo. Et mon objectif, c'est de vendre beaucoup de cette manière-là, en fait. C'est quoi tes objectifs du coup à court terme et à long terme par rapport au personal branding? Mon objectif à long terme, c'est de réussir à tenir la cadence, ce qui est pas toujours évident parce qu'en Ouais, fait, j'ai eu une grosse, enfin une grosse, non, c'était pas une grosse chaîne, mais j'ai une chaîne justement sur le gaming, sur ma période de streamer, Ouais. qui a 25 000 abonnés. Et en fait, j'ai disparu du jour au lendemain. Et là, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas publié de contenu. Donc la réalité, c'est que c'est très bien de construire une audience, mais si tu disparais, ça n'a pas d'intérêt. Et donc tenir le rythme, tu vois, même si c'est pas une vidéo par semaine, mais tant que tu ne disparais pas et que tu continues à créer du bon contenu, je pense que c'est important. Et après, l'objectif sur le long terme, c'est d'arriver à faire croître cette audience, de devenir le plus possible une référence sur les différents sujets que je traite, ou l'une des références en tout cas. Euh, et puis, de toute façon, dans mon business aujourd'hui, sur la vente d'infoproduits, à partir du moment où on crée des bons infoproduits, des bonnes formations, moi je le vois, les gens qui achètent une fois chez moi, souvent rachètent en réalité. Donc c'est pour ça que je sors des nouvelles formations, des nouveaux produits. Euh, et, euh, et l'objectif, c'est de faire croître ma mailing list en fait. C'est qu'il y ait de plus en plus de gens sur ma mailing list. Plus ma mailing list croît, plus je gagne de sous quand je fais un lancement. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. Donc c'est de trouver des solutions pour faire ça et d'implémenter rapidement aussi des stratégies de vente via acquisition payante, ce qui est un peu plus compliqué sur des petits produits. Mais ça fait partie de mes objectifs là à la rentrée. Parce que là, je vous cache pas, je sais pas comment vous êtes vous, si vous bossez ou si vous êtes en vacances, ou si vous partez en vacances. Non. Moi, je suis censé ne pas avoir de vacances cet été, mais je suis dans un état de motivation, c'est quelque chose. Hein. Je fais rien du tout. Je n'arrive pas, même lire mes mails, c'est compliqué. Hein.
Ouais, ça va. C'est vrai que c'est plus dur l'été parce que pareil, on habite pas loin de l'océan, donc on a quand Ouais, même un beau temps, les piscines et tout. Mais ça va, j'arrive quand même à me motiver. Je taffe pas mal le matin et comme ça, je sais que l'après-midi, si je veux faire mes trucs, ouais. je l'ai fait, tu vois. Donc ça va pour l'instant. Cette année, ça va. Mais je comprends ce que d'autres années, j'ai eu ce souci aussi. Ouais, puis l'été, tu sais, tu sens quand même que les gens sont pas Oui, c'est là, ça. c'est moins, et ouais, je sais pas, moi, ça Ouais, me met le fameux coup de barre de l'entrepreneur, là, qui, ouais, c'est plus simple quand c'est l'hiver, mine de rien, ou quand il pleut tout le temps, ou qu'il fait froid. Moi, t'es chez toi, tu c'est fais tes vrai. trucs. C'est vrai. Et tu t'es inspiré de certaines personnes pour ton branding, aussi bien aux US, en France ou ailleurs? Alors, je dirais pas nécessairement, parce qu'en fait, je considère que mon branding actuellement, il reste assez limité. Enfin, j'ai pas un personal branding de zinzin. Encore une fois, le podcast a quand même renforcé ce truc-là. Après, par contre, je m'inspire pas mal. Ça fait partie des SaaS que je veux monter, mais j'ai tout un système qui me permet d'identifier les vidéos qui surperforment très largement à l'étranger, parce que du coup, je m'inspire jamais de contenu francophone. C'est un peu ma règle d'or depuis toujours. Et étant donné que je parle anglais et que voilà, c'est encore une fois, ça me donne un certain avantage sur ce genre de choses. Mais ça me permet d'identifier les contenus qui surperforment. Et si c'est un sujet qui me parle, je reprends les sujets qui surperforment et je les traite sur ma chaîne YouTube. La réalité, c'est que c'est quelque chose qui prend du temps et je l'ai pas fait énormément, mais la vidéo qui a le mieux fonctionné de ma chaîne YouTube, c'est clairement ça, par exemple. C'est une vidéo, je l'ai vu pop, j'ai une automatisation qui me fait un compte rendu tous les lundis matins. Je l'ai vu pop en énorme dans le truc, en mode, oula, cette vidéo-là, elle surperforme de fou. J'ai refait la vidéo. Donc, j'ai repris l'accroche, la miniature, et j'ai fait c'est mon contenu dedans, hein, c'est pas, je plagie rien Oui, du bien tout. Par sûr. contre, la miniature, pour le coup, c'est quelque chose, hein. Tu mets les deux miniatures l'une à côté de l'autre, tu te dis, putain, l'enfoiré, il a refait la même chose. Mais en fait, je reprends ce qui marche et j'en fais mon propre contenu. Et là, en l'occurrence, ça a pas loupé, la vidéo a explosé instantanément. Et tu vois, c'est le genre de truc, voilà, c'est plutôt chouette, quoi. Tu donnes un sacré tips, là, mine de rien, d'aller un petit peu regarder ce qui fonctionne ailleurs et un peu le Ouais, reproduire sans carrément. faire sur du contenu français, bien sûr, mais c'est vrai que Mm. le monde est assez vaste pour un peu piocher où on veut. Ouais, carrément. Donc ça c'est bon, ça a Ok. été ça a été bien cool ça. Ouais, c'est clair. On va parler de développement un peu personnel. Du coup, où tu travailles concrètement? Est-ce que tu travailles chez toi ou tu as un bureau? Et Ouais. comment tu t'organises dans ton travail? Alors je travaille chez moi, ce qui pour le coup est pas. Ça fait longtemps que je m'en plains dès qu'on aborde ce sujet-là, parce que pour moi c'est pas l'idéal. Je sais que j'ai beaucoup de potes qui adorent travailler de chez eux et tout. Alors à la fois ça a beaucoup d'avantages, à la fois encore une fois moi je suis un peu un animal social, donc si je suis trop reclus chez moi, même si je parle à des gens, tu vois, via Discord ou via des logiciels de messagerie, je finis, enfin voilà, j'ai besoin de voir des humains, quoi. Et ça, pour le coup, c'est un des gros points noirs de mon activité et souvent de l'activité des solopreneurs en ligne, voilà. Enfin, en tout cas pour certains, parce qu'encore une fois, il y en a pour beaucoup, c'est un gros avantage aussi. Donc ça, c'est vraiment le point noir. Et après, sinon, en termes d'organisation, je, ouais, je me lève, moi, je mets un réveil pour le coup, genre sur les coups de 8h30 ou 9h, ça va dépendre. Et ensuite, j'essaie de me faire ma to-do dans mon Google Agenda tous les dimanches soirs, par exemple, où j'essaie un peu de planifier ma semaine d'après. Et voilà, j'avance comme ça, je construis comme ça, et j'essaye d'avoir des journées un minimum structurées, on va dire, même si encore une fois, là par exemple, je reparle de cette période qui est pas vraiment une bonne période, c'est une catastrophe. Là, mon Google Agenda, t'as l'impression que je suis en vacances, il se passe rien dessus. Là, aujourd'hui, il y a juste marqué sans filtre média, tu vois, à midi, et voilà, c'est tout. Ouais, bah après, Le reste du T'as, temps, on verra. t'as Mais tout ton temps, du coup. ouais, c'est ça. Là, je suis tranquille. Je suis pas en vacances officiellement, mais on n'en est pas loin, quoi. et t'as une routine de, voilà, du coup t'as répondu en ce moment t'es un peu, t'es pas en vacances mais t'es chill, mais sinon quand il y a des grosses périodes de rush, tu préfères le travailler le matin, le soir, ou t'as bien avoir une routine ou c'est plus à l'arrache quoi. Non, j'aime bien quand même ne tu vois pas trop travailler
tard, parce que même si encore une fois, je pense que la nuit c'est chouette pour bosser parce que typiquement moi je me fais ping, je pense comme beaucoup toute la journée, j'ai des notifications de tous les côtés et c'est quand même un peu compliqué à gérer. Donc je pense que je travaillerai bien le soir, mais en fait j'ai l'impression que je travaille en période, c'est vraiment périodique. J'ai des grosses périodes de rush, typiquement pour reprendre la dernière formation que j'ai lancée avec Joanie. C'est simple, on a commencé le lundi et le mardi, on l'a tourné en entier. Donc la formation était bouclée. Moi, j'avais fini de la monter le mercredi, donc vraiment en 3 jours, c'était bouclé. Jeudi, vendredi, samedi, j'ai bossé sur la page de vente. Donc j'ai créé la page de vente de la formation. J'ai créé la séquence mail au compte-gouttes. Donc la veille pour le lendemain, je créais le mail du lendemain pour la séquence mail de vente. Et en fait, le lancement s'est fait la semaine qui a suivi. Donc en fait, en l'espace d'une semaine, on a créé et lancé la formation. Et ça a été l'un de mes meilleurs lancements sur toutes mes formations perso. Donc en fait, là, je me suis dit, putain, c'est ouf quand même à quel point en très peu de temps je peux activer un nouvel axe de monétisation qui rapporte. Mais encore une fois, c'est pas, il n'y a pas vraiment de structure quoi. Là en l'occurrence c'était structuré quand on y était, mais je pense que je pourrais pas tenir un rythme aussi effréné tout le temps, et que d'une certaine manière je suis aussi assez attaché à avoir une certaine liberté, à pas être trop overbooké, tu vois, pouvoir voilà. Surtout que là je deviens papa en décembre prochain si tout se passe bien. Donc du coup, Ouais, ça va encore ajouter un paramètre dans ma vie qui est pas des moindres à mon avis, et qui va faire que ça va être compliqué ouais, de d'être s'organiser. ultra proactif, je pense, au moins pendant une bonne période. Et ouais, ça va demander une belle organisation à mon avis. Ouais, c'est sûr. Justement, une question existentielle, pourquoi tu fais tout ça à l'heure actuelle? Moi, si je fais tout ça, c'est pour construire. J'ai une vision assez long terme surtout en France. En fait, je pense que c'est difficile d'être en France et de pas avoir cette vision long terme pour le coup, parce que bref, c'est pas. Il faut avoir cette vision de construction de plein d'assets et la partie lifestyle, c'est un peu plus compliqué, je trouve, d'en bénéficier. En tout cas, quand on a eu des entreprises, à part en auto-entreprise, où pour le coup c'est assez chouette, mais sur le reste, c'est un peu plus complexe. Mais le but, c'est de construire un patrimoine vraiment confortable sur le long terme, et d'essayer de faire les choses bien pour être plus que tranquille. Et au-delà de cet objectif patrimonial, c'est d'être fier de ce que j'entreprends. Tu vois, par exemple, l'an dernier, quand on a fait le Wizards Event, l'événement avec les Wizards, c'était une journée mémorable, quoi. Et là, on peut faire le point sur justement ce qu'on est en train de créer, sur les gens qui nous suivent, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui apprécient notre contenu, pour qui on devient une habitude aussi le jeudi, tu vois, sur les contenus qu'on va créer. Et c'est pour ce genre de choses que j'entreprends, je pense, pour être fier et pouvoir partager ça avec les gens que j'aime et tout. C'est vraiment cool. Pour aller dans le même sens, tu parlais de patrimoine. Aujourd'hui, tu gagnes combien concrètement? C'est compliqué à dire parce que encore une fois, je suis associé Ouais. avec beaucoup de monde. Tu C'est vois, ce que sur Franck me les disait, ouais. C'était ouais, compliqué de... sur les différentes formations, sur les Wizards, sur beaucoup de trucs. Donc aujourd'hui, pour le moment, c'est moi qui encaisse tout sur ma boîte. D'accord. Mais la réalité, c'est que du coup, mon CA n'est pas absolument pas représentatif de ce qui m'appartient. Et l'autre point qu'il faut pas oublier, c'est que je suis quand même sur une période de reconversion, on va dire, d'un business d'édition de site pur et dur vers un business d'infoproduit que j'apprends progressivement à maîtriser, de création de contenu. Mais je pense que pour parler de CA, à mon avis, cette année, ça va boucler aux alentours des 400 000 de CA. Mais encore une fois, bien Oui, c'est du retenir CA. que c'est du CA et que c'est Ouais, bien absolument sûr. pas ce qui est dans ma poche. Encore moins quand on est en SASU, parce que la réalité, c'est que si c'était 400 000 sur une auto-entreprise qui n'existe pas, hein, mais
Là, pour le coup, t'as beau te faire imposer, machin, ça reste derrière, c'est sur ton compte en banque. Là, c'est absolument pas le cas. Donc, mais voilà, pour Ouais, mais ça, autant, ça laissera les gens se faire une petite idée. Bien sûr, et en plus de ça, il y a des associés, bah, c'est du CA, il y a toute l'URSSAF et toutes les charges. Donc, après, chacun interprétera comme il veut. ouais, c'est ça. Et bon, bah, ça va bientôt être la fin du podcast. Pour clôturer le podcast, on a un petit défi. Imagine, donc de là, tu as 200 euros, t'as aucune compétence et tu as 6 mois de marge pour vivre quand même, t'as ton loyer qui est payé. Qu'est-ce que tu ferais du coup pour t'en sortir, quoi? J'ai 200 euros, 6 mois de marge, mon loyer de payer. Ouais, t'as loyer et nourriture. Toi, pendant 6 mois, tu sais que ça va, tu vas pas être sous les ponts et crever de faim, toi. Ok, moi je pense que aujourd'hui l'un des trucs les plus simples, le business vraiment le plus simple à mettre en place, c'est typiquement le marché de la vente de liens. Et je prendrais particulièrement, tu vois, demain, après c'est vraiment un taf de charbonneur pour le coup. Mais demain, je pense que je vendrai du lien forum, où je vais moi-même faire du lien. Tu vois, je vais aller, tu viens me voir, je te dis, bah, je te vends le lien 30 balles, et je vais aller moi-même placer des liens sur des forums. C'est du lien qui a de la valeur aujourd'hui, enfin, en tout cas, à mon sens, c'est ce qu'on en pense avec les Wizards. Et c'est un business qui, globalement, est très chiant. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est une manière de faire du SEO qui, à la fois, est passionnante et qui a un skill qui a vraiment beaucoup de valeur. Par contre, c'est vraiment chiant. Mais je pense aussi que, tu vois, paradoxalement, si tu vends ton lien quelques dizaines d'euros et que tu fais les choses bien, c'est un bon moyen de rentabiliser le temps que tu investis. Donc, en gros, je ferai de la prestation. Et je pense que cet axe-là, c'est l'un des nombreux axes qui sont relativement facilement monétisables. Parce que là, enfin, concrètement, demain, je me mets à faire ça parce que je suis vraiment dans la merde. Je vais aller voir n'importe quel éditeur de site en lui disant, bah voilà, je fais du lien, voilà des exemples de liens que je fais. Moi, je fais des bons liens, je vérifie que les liens restent indexés. S'ils partent, je te le refais, blablabla. Bah, je pense que c'est un bon moyen tu vois, de se sortir les 2000 euros nécessaires dont tu as besoin tous les mois. Par contre, c'est absolument pas fun, c'est ultra chiant à faire. Mais voilà, ça permettra tu vois, de remettre un peu de sous de côté peut-être pour me dégager du temps par la suite. Mais je pense que dans tous les cas, je partirai dans la prestation de service, quoi. Et si c'est pas ça, ça serait du consulting, ce que je fais déjà, ou voilà. Mais je préfère vraiment ne pas en arriver là, parce que la réalité, c'est que je déteste faire ça, comme beaucoup de gens. Tout ce qui est contrairement à Franck, qui est très bon et qui fait ça depuis des années, et qui arrive malgré le fait que ça soit pas forcément le truc le plus fun, bah, le faire en boucle, moi, c'est un truc que j'ai jamais réussi. C'est vraiment, ça me casse les couilles, quoi. C'est vraiment, je trouve, le pire truc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a, à Malte, on embauchait des gens qu'on formait au Ninja Linking. Et en fait, on n'a jamais réussi à garder ces gens-là plus de 6 mois, quoi. C'est vraiment, c'est trop chiant. Ouais, je comprends ce que moi je l'ai fait. Je posais des liens pour une autre personne et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça rend fou. Bah, Ouais, c'est plutôt bien payé parce que c'est vrai que c'est pas non ouais, plus très compliqué, mais ouais, tu peux pas le faire au bout de 6 mois, t'en as marre. ouais. Je- Mais pour faire rentrer des sous, tu vois, de manière ponctuelle, Oui, mais enfin, je c'est une pense que bonne. ça peut. Franchement, c'est un bon truc. Il y a pas besoin de grandes compétences en plus quand on t'a expliqué la méthode. Après, bon. Ouais, N'hésitez ouais, pas ouais. d'ailleurs à commenter si quelqu'un a fait un défi dans ce genre, ou si même vous avez une autre idée de défi, c'est avec plaisir qu'on lira les commentaires. On va Ouais, arriver, carrément. on va arriver sur la fin. Est-ce que tu aurais une personne du coup à nous recommander ou plusieurs personnes pour les prochains épisodes? Ouais, bah écoutez, si vous n'avez pas eu Clément Chal, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont reçu en podcast. Même nous, avec les Wizards, on l'a pas encore reçu. Là, il est en train de lancer sa chaîne YouTube perso en plus. C'est le cofondateur de l'agence Séquence avec Joanny Thévenin, qui lui, pour le coup, est un peu plus public. Donc, je vous recommanderais d'avoir les deux potentiellement. Mais c'est des mecs qui sont vraiment très très forts dans ce qu'ils font. Et notamment Clément, qui encore une fois est un peu plus en sous-marin, qui est un peu moins visible, mais qui sur la partie automatisation et plus IA est vraiment très très chaud. Donc je pense qu'il a pas mal de choses à raconter. Et pour le coup, Yes. il a pas encore été trop initié à ce genre d'exercice. Donc On va les contacter, hein, déjà du coup. Ouais, bah top. ça sera avec plaisir. Comment les auditeurs peuvent te suivre du coup?
Le mieux, c'est sur Twitter, @ZalidanTV, et sur ma chaîne YouTube ou les Wizards, bien évidemment. Donc Wizards Podcast sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Et Arthur Villecourt pour la partie chaîne perso. Voilà. Ça marche, vous pourrez retrouver de toute façon les liens d'Arthur. Pour terminer, on demande toujours un mot de fin, un conseil, un tips pour justement les gens qui nous écoutent, même ceux particulièrement qui auraient pas commencé justement le business et qui auraient envie de se lancer dans ce secteur-là. Le mot de fin, c'est moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est le focus. Pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc surtout quand on débute, c'est décider vraiment d'une thématique. Le problème, c'est qu'il y en a 10 000, des opportunités, il y en a partout, et c'est parfois très compliqué de se focus assez sur une opportunité identifiée sans avoir envie, sans voir passer un truc, oh là là, et d'aller sur autre chose derrière. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique chez les débutants. À la fois ce côté où il y a des tonnes d'opportunités, à la fois ce côté où les débutants vont chercher la facilité de manière assez logique et tout le temps, ils vont aller vers la facilité. Et quand je dis facilité, en ce moment, je pense beaucoup à l'intelligence artificielle, qui peut paraître comme la solution pour, en gros, ne plus travailler mais gagner des sous, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui travaille pour nous. La réalité, c'est que je connais vraiment très peu de gens qui arrivent à faire ça grâce à l'IA. Pour ne pas dire aucun en réalité. Donc en fait, c'est vraiment un faux ami. Alors oui, l'IA c'est exceptionnel, mais attention à comment vous l'utilisez. Ça doit être un outil, absolument pas l'ouvrier, en tout cas pour le moment. Et donc voilà, focus et travail. Il n'y a pas de secret. Mais déjà cette partie focus, pour moi c'est la plus importante. Et on voit, je me demande, c'est pas Franck qui en parlait dans son truc avec l'image du mec qui creuse et on voit une énorme mine de diamants à 3 cm qui arrête de creuser et qui tourne le dos. Et je pense qu'il y a beaucoup ça dans le web. En fait, tant que vous avez une bonne niche de marché, que vous êtes sur la bonne thématique. En fait, typiquement, je vous donne un exemple, mais n'importe qui m'écoute maintenant, je vous le dis, par exemple, le dating, c'est ultra mainstream, il y a beaucoup de gens qu'on font, mais c'est une thématique qui crache beaucoup d'oseille en édition de site. Faites du dating. Voilà. Et à partir du moment où tu as une niche qui fonctionne vraiment et que tu pousses le truc, quelqu'un qui aujourd'hui va prendre 3 heures par jour pendant les 8 prochains mois à essayer de gagner sa vie en faisant de la rencontre sur le marché francophone ou sur un autre marché, je peux vous assurer qu'au bout des 8 mois, s'il est dédié à ça et uniquement à ça, il va y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent au travers de ça parce qu'ils sautent sur chaque opportunité, ce que je comprends parce que c'est aussi ce que je fais beaucoup. Mais que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le business en ligne, en tout cas sur la partie édition de site, c'est énormément de focus nécessaire. C'est beaucoup plus le cas, et j'en ai encore parlé à un gros éditeur avec qui on a mangé hier là. À l'époque, il y a quelques années, en 2017, 2018, on lançait des sites à l'appel et on lançait des monnaies sites à l'appel et on scalait en lançant de nouveaux sites, etc. Aujourd'hui, c'est plus seulement ça, quoi. Il faut aller encore plus loin que juste lancer un bon site qui rank. Il faut créer tout l'écosystème qui va autour. Il faut donc grosso modo, encore une fois, du focus. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Yes, bon entendeur. On est bien d'accord là-dessus. En tout cas, merci. Encore merci à tous les nouveaux abonnés. On a dépassé les 200, donc ça fait ultra plaisir. Trop cool, félicitations et merci beaucoup pour votre invitation, les gars. Merci à toi, Arthur. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à commenter. Sachez qu'on lit tous les commentaires. Donc merci à vous. Et merci à toi, Arthur. Avec plaisir. Salut. Salut.